s'appelle Judith Belair. C'est le retour des vraies voix qui font rouler la France comme tous les jeudis, chers auditeurs. La voiture, pas que la voiture, le vélo, toutes les mobilités. dès que ça roule. Voilà, quand ça roule avec des roues, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Chers auditeurs, on reçoit pour vous Patrick Gourvenec, qui est président de Mitsubishi Motors France. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup. Une petite mise en contexte. Oui, Mitsubishi France, notamment, qui se présente comme audacieuse pour l'avenir de l'automobile. Et vous avez des arguments, notamment votre engagement envers la mobilité durable et l'innovation qui façonne un avenir électrifiant et respectueux de l'environnement. Je cite: relever les défis de l'industrie automobile en constante évolution tout en offrant des solutions de mobilité adaptées aux besoins des clients. C'est la signature de votre marque, cher Patrick Gourvenec, directeur général de Mitsubishi. Alors Patrick Gourvenec, justement, vous développez beaucoup les véhicules hybrides chez Mitsubishi, c'est un peu la base même de la marque. Et alors ils ont des gros avantages, ces véhicules. Vous m'arrêtez si je me trompe, c'est une meilleure économie de carburant déjà. Oui, alors il y a plusieurs technologies en fin de compte de l'hybride. Voilà, c'est ça. Il y a de l'hybride rechargeable, de l'hybride simple. Bon, ce qu'on appelle nous le mild hybride, c'est un hybride plutôt light. Et évidemment, chaque côté de la technologie apporte des solutions. Et sur cette séparation, ça a eu un rôle important parce que ceux qui avaient hybride rechargeable avaient une aide de l'État, pas ceux qui avaient hybride sans recharge. Ça s'est arrêté en 2022, malheureusement. Ouais. Mais l'hybride rechargeable reste encore une technologie qui est tout à fait adaptée à nos besoins. C'est-à-dire que ça permet, juste pour rappeler à nos auditeurs, mais ça permet de rouler à l'électrique à 100% pendant des distances, ou en tout cas dans des trajets normaux, 40-50 km par jour. Et effectivement, sur les longs trajets. Et ensuite, sur les longs trajets, ne pas avoir cette contrainte de la recharge qui est alors des fois un peu justement, sur cette batterie, la durée de vie de la batterie dans un véhicule hybride, c'est combien de temps et combien ça coûte pour la remplacer? Alors, effectivement, c'est un sujet. Après, alors, maintenant, on a l'expérience. Vous savez, Mitsubishi était le premier constructeur à fabriquer des véhicules électriques en série en 2009. Donc, c'était avec l'IMIV. Et on a maintenant une expérience, vous voyez, 2009-2023. On a remplacé 2 batteries. D'accord. Donc, donc la durée de vie de la batterie, en fait, qui était une vraie inquiétude, voilà, qui était vraiment une vraie inquiétude. Alors peut-être pas, mais en tout cas, on sait aujourd'hui que la fiabilité des batteries est bien au-delà de ce qu'on avait imaginé au départ. Par contre, évidemment, toutes ces batteries-là sont recyclables. C'est très important, ça. Bah oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et parce que c'est un des soucis d'ailleurs. Alors, pardon, Frédéric. Justement, sur cette autonomie des batteries, ce qui est intéressant, c'est aussi de dire que par rapport aux véhicules électriques purs, en fait, ça a plus d'autonomie. Alors, ça. Oui, alors il y a plus d'autonomie logiquement. Forcément logiquement, parce que vous avez un moteur thermique et un moteur électrique ou 2 moteurs électriques en fonction des technologies. Mais effectivement, vous avez la combinaison des deux mondes sur un seul véhicule, et ce qui est absolument effectivement aujourd'hui nécessaire pour ne pas se stresser, voilà, pour y aller un peu pas aller cool. Chercher la prise. Voilà, c'est ça. Pour y aller un peu cool, on va dire, alors on a parlé un peu de politique aujourd'hui. D'ailleurs, on va dire que c'est un peu la formule du en même temps. Je ne veux pas plagier. Non, je plagie. Ne plagiez pas. Non. Alors justement, expliquez-nous, parce que c'est quand on freine que la batterie se recharge. Parce que beaucoup de personnes se posent la question. Notamment, il est dit que rouler en ville permet de plus recharger parce qu'on freine un peu plus. Alors, encore une fois, il y a plusieurs technologies. On va se concentrer déjà sur l'hybride rechargeable et l'hybride classique. Donc l'hybride rechargeable, vous avez une batterie, c'est une voiture électrique, et donc vous rechargez la batterie chez vous, et effectivement, une fois que la batterie s'est vidée, vous fonctionnez en hybride simple. C'est-à-dire que dès que vous allez freiner, ça va recharger la batterie, dès que vous allez ralentir, etc. Donc vous avez ces 2 modes qui sont combinés. Hybride simple, vous avez raison, quand vous êtes sur des trajets, on va dire, courts, dès que vous freinez, dès que vous ralentissez, les moteurs vont inverser la tendance et vont recharger la batterie pour vous permettre d'avoir de l'autonomie. Alors on a beaucoup entendu parler de la prime à la conversion que l'État propose pour les véhicules électriques. Quid des véhicules hybrides? Oui, c'est ça. Ça serait bien. Ça serait pas mal. Bon, elle a été abandonnée encore une fois en 2022. Effectivement, aujourd'hui, ça reste encore une fois l'hybridation et l'hybride. D'ailleurs, on le voit bien sur la tendance du marché. C'est quand même toujours une demande très forte sur l'hybride. Il y a plus de demandes sur l'hybride que sur l'électrique, vous pensez? Alors, c'est à peu près en ligne en termes de marché, mais je pense qu'effectivement, il y a encore plus de demandes sur l'hybride. Et on sent... alors,
il y a deux aspects. Hein. Il y a l'aspect écologique, mais il y a aussi l'aspect économique. Et l'hybride est plus abordable que peut l'être aujourd'hui l'électrique. Alors sur l'aspect écologique, il y a aussi avec l'hybride une grosse réduction des émissions de gaz à effet de serre en fait aussi. Oui, qui contribue effectivement. Voilà, bien sûr. Donc toutes ces solutions d'électrification, en fin de compte, vont vers une diminution à la fois de l'essence, hein, du carburant. Donc ça fait une économie substantielle pour tous ceux qui utilisent ce type de véhicule. Et puis forcément des émissions de CO2 qui diminuent proportionnellement. L'objectif, quand on parle d'économie aussi de l'hybride, c'est pour le consommateur, pour le conducteur, de voir que sur une certaine distance, il a consommé moins d'essence. Alors je sais que ça lui coûte moins cher aussi. Voilà, sur certains véhicules hybrides, il y a ce suivi justement hein, de la courbe. Est-ce que aujourd'hui, on peut dire que sur le marché, il y a des moteurs hybrides, des marques hybrides qui arrivent à être encore meilleurs coût rapport qualité-prix pour le pilote? Alors oui, on a mis un programme en place parce qu'effectivement pour le consommateur c'est très compliqué. Il y a différentes technologies hybrides rechargeables, vous avez plusieurs manières de concevoir la voiture. Nous on est parti sur la base d'une voiture électrique sur laquelle on a monté un moteur thermique. Vous avez d'autres constructeurs qui ont monté des moteurs électriques et des batteries sur des voitures thermiques. Donc, vous voyez déjà il y a des différences. Donc ce que nous on propose, c'est de venir évidemment chez Mitsubishi, on a un programme éco-expérience qui permet sur un trajet donné que le client peut choisir de valider et de vérifier justement les économies qu'il peut réaliser. Donc imaginons qu'il fasse un trajet de 10-15 km en moyenne pour aller au travail ou pour aller, je sais pas, pour se déplacer. Faire des courses. Voilà, faire des courses, etc. Sur des terrains plus ou moins accidentés. Il peut mesurer concrètement par rapport à cette situation aujourd'hui quel est le bénéfice de l'hybride rechargeable. On va y revenir tout à l'heure hein, justement sur cette éco-expérience. Sur les voitures que vous lancez, je vois que par exemple il y en a une citadine que vous allez lancer bientôt, la Colt, et qui est disponible en motorisation essence et hybride. Comment on fait pour choisir? Parce que moi je comprends plus rien. Elle veut acheter. Non, mais voilà, c'est tout l'idée effectivement de savoir déjà combien de kilomètres vous faites, quelles sont vos habitudes de trajet, et puis il y a un côté économique aussi. Forcément, l'hybridation coûte un peu plus cher qu'un moteur thermique classique. Est-ce que ça dure plus longtemps ou est-ce que ça change? Oui, vous sollicitez beaucoup moins la voiture et encore une fois, vous faites des économies qui sont quand même substantielles. Donc c'est tout l'art de découvrir ce que l'acheteur veut, ce que vous vouliez trouver dans une automobile, et effectivement de vous proposer la bonne motorisation. Tout de suite. Mais bon, moi je connais Judith, par exemple. Judith, elle est très urbaine. Oui. Je suis en scooter. Malheureusement. Oui, en ville. Mais du coup, plus on fait de ville, plus il faut abandonner le thermique. C'est ça l'idée. Déjà, il y a les ZFE, il y a des réglementations à terme qui vont forcément contraindre les moteurs thermiques purs de sortir des grandes villes. Donc oui, c'est assez logique d'aller chercher vers l'hybride ou vers l'hybride rechargeable des solutions pour le déplacement urbain. C'est assez logique, voire de l'électrique, évidemment. Et ce qui se passe en ville, finalement, ce dont on se rend compte, c'est que les gens ont envie de changer leur manière de voyager. Est-ce que vous avez, dans la ville elle-même, est-ce que vous avez encore des citadins, justement, qui sont intéressés par des voitures pour les utiliser en ville elle-même, justement? Oui, on appelle ça des courageux. Voilà, parce que a priori c'est compliqué. Nous on est à Paris, on respire pas toujours. Déjà oui. Alors déjà, je pense qu'il faut séparer certainement Paris du reste de la France, parce que éventuellement Marseille, Bordeaux, les grandes villes aussi. Oui, et encore. Je pense qu'effectivement la flexibilité, la liberté que propose donc le déplacement urbain avec un véhicule est quand même aujourd'hui incontournable. Enfin pour beaucoup d'utilisation. Donc forcément arriver aujourd'hui avec une proposition sur l'hybride ou l'hybride rechargeable peut répondre à justement ce double problème. Vous avez un déplacement électrique nécessaire pour rentrer en ville. Par contre, vous sortez de ville parce que forcément les loyers, les coûts immobiliers sont forcément plus abordables à l'extérieur. Il y a un exode. Bah oui, donc vous prenez votre véhicule et vous allez vers l'extérieur et tout ça permet justement de combiner les deux problématiques. C'est ça l'adaptation. Alors Mitsubishi, ça fait partie de ces marques japonaises. Oui. C'est ça. 1917, c'est ça. Elle travaille. Bravo. Et en France depuis 1978. Oui, nous fêtons nos 45 ans cette année, donc nous restons jeunes. Alors vous savez que le marché français a été souvent très pro-français et qu'il y avait un regard un peu particulier sur ces marques. Alors les américaines d'un côté, les japonaises de l'autre. Est-ce que sur le marché français, vous avez réussi à créer cette habitude de penser à votre marque?
Alors c'est toujours un combat, oui, parce que forcément vous avez vu, donc la marque était très connue pour du Pajero, pour des gros 4x4, donc qui ont disparu du marché. Et aujourd'hui, donc on a entamé cette transformation d'abord avec l'I-MiEV, ensuite avec l'Outlander hybride rechargeable. C'était le premier SUV avec ce type de technologie. Donc vous voyez, la marque et les ingénieurs de Mitsubishi ont prévu cette mutation avec une diminution du CO2, avec une diminution économiquement en tout cas plus viable pour les consommateurs. Donc c'est un processus qui date de maintenant, on va dire 2009. C'était ça ma question, ça a été prévu à partir de quand? Parce qu'en fait c'était assez visionnaire. Oui, mais concrètement à partir de 2009, à partir de la première année. Ça fait 14 ans. Et puis début des années 2010, depuis début des années 2010 avec l'Outlander PHEV, donc pareil, technologie innovante, hybride rechargeable, qui devient maintenant vraiment une solution, on va dire approuvée. Qui a inspiré un peu tout le monde, quoi. Oui, exactement. exactement. Vous étiez précurseur. C'est un challenge quand même. Quand on est directeur Mitsubishi France, en France, on vous a mis un challenge. Vous êtes en train de le relever? A priori, il a l'air content. Allez, chers auditeurs, vous restez avec nous. Vous n'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. On est avec le président de Mitsubishi Motors en France, effectivement, Patrick Gourvenec. Et puis, vous pouvez réagir, poser des questions. Vous n'hésitez pas. Et puis, nous, on revient tout de suite. À tout de suite. Allez, hop, en voiture. Et Sud Radio Nantes en DAB+. Sud Radio. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Les vraies voix qui font rouler la France, chers auditeurs. Aujourd'hui, on vous fait un spécial voiture et on commence, on continue surtout avec le président de Mitsubishi Motors France, Patrick Gourvenec. L'homme de challenge, donc. L'homme de challenge, parce que Mitsubishi en France. Le relever. Voilà. Alors, on va parler un peu éco-expérience, transition écologique, etc. Parce que c'est un de vos sujets aussi, évidemment, Patrick Gourvenec. Alors, l'éco-expérience, juste pour les auditeurs, c'est appelé éco-efficacité aussi, ça peut être appelé économie verte. C'est vraiment une approche qui vise à concilier les pratiques écologiquement durables et économiquement efficaces. Et c'est vraiment votre leitmotiv en fait chez Mitsubishi. Oui, parce que voilà, encore une fois, on se met à la place du consommateur aujourd'hui pour choisir une technologie. C'était un peu le sujet de tout à l'heure. Vous êtes acheteur de véhicules, qu'est-ce que je vais pouvoir acheter et quels sont, par rapport à mes utilisations quotidiennes, quels sont les avantages de telle ou telle technologie. Donc il faut le démontrer par l'essai. Donc on a effectivement ce programme qui permet d'enregistrer lors du déplacement du client, encore une fois sur le parcours qu'il peut choisir, d'enregistrer ses consommations et d'en déduire les économies qu'il fait sur le plan financier, mais aussi sur les émissions de CO2, parce que les deux vont ensemble, quoi. Alors bon, vous mettez à disposition évidemment ces techniques pour réguler, mais il faut peut-être aussi apprendre à réapprendre à conduire, sur la gestion de l'accélération, sur la gestion des vitesses. Ah oui, ça joue ça ? Évidemment. Oui, bien sûr. Mais oui. Enfin, pardon, je dis évidemment, je me la joue comme si j'étais un grand pilote. Je rebondissais sur ce que madame, vous disiez. Je suis un grand pilote, madame. Allez-y, Patrick Gourvenec. Non, mais il est évident que déjà, quand vous concevez un véhicule aujourd'hui, il est forcément lié à une diminution de tout. Diminution des CO2, diminution de la consommation. Donc, la manière dont vous allez le conduire est essentielle. C'est essentiel. Et on parlait tout à l'heure de récupération d'énergie, notamment sur l'hybridation. C'est vrai que pour l'utiliser, moi, d'une manière quotidienne, j'utilise très peu mon frein. J'anticipe beaucoup. Donc je vais utiliser le freinage lié aux moteurs électriques qui vont régénérer l'électricité pour recharger la batterie. Je vais utiliser dans la majeure partie de mes freinages. J'utilise quasiment plus mon freinage. Donc tout ça, ce sont vous ne freinez plus. Alors, je freine, quand même. Mais à l'aide justement des systèmes électriques. Ouais. Mais physiquement, j'utilise de moins en moins ma pédale de frein pour justement récolter, ou en tout cas le fruit de la régénération électrique. Ouais. Alors justement, sur cette économie de carburant pour réduire la consommation, tout simplement, et puis aussi les émissions de gaz à effet de serre qui vont avec, c'est parfois... En fait, c'est écologique et c'est économique à long terme, finalement. C'est ça. On parle des coûts de carburant et d'entretien aussi oui, quand vous utilisez moins les freins, vous sollicitez moins le véhicule d'une manière générale. Voilà, tout est une chaîne, on va dire vertueuse, parce qu'à la fin, ça vous coûte moins cher en entretien. Bien sûr. Et effectivement, ça vous coûte moins cher en carburant, etc., etc. Donc, je pense que nos clients aujourd'hui ont à cœur, justement, pour à la fois justifier leur achat, mais de réaliser ces économies, parce que on le sait, les prix des carburants se sont envolés. Et puis les portefeuilles ils souffrent un peu. Voilà, et les portefeuilles souffrent. Donc il faut justement réapprendre à conduire souvent ce type de véhicule. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser des matériaux recyclables dans une voiture ? Oui, c'est une question de blonde. Ouais. Allez-y, répondez.
Mais même si vous aviez été brune, vous auriez pu poser la question, Judith. Moi, j'ai envie de savoir quel type de matériaux. Plutôt gris. Je réponds avec des cheveux gris, mais. Quel type de matériaux vous utilisez? Les plastiques, ce genre évidemment d'éléments sont recyclés, et recyclables à souhait, bien sûr. Heureusement d'ailleurs. Et donc vous les sourcez en fait? Comment vous fonctionnez? Alors, je ne suis pas fabricant. Non, je parle de chez Mitsubishi. Mais chez Mitsubishi, oui, bien sûr, oui. Oui, c'est arrivé en sourcé. Oui, il y a des filières, oui. Des filières de recyclage qui permettent de recycler donc une partie évidemment des plastiques, un certain nombre de plastiques, qui soient durs ou enfin sur différentes. Et effectivement recycler à travers l'industrie. Vous savez, il y a la fameuse vignette, là, celle qui nous rappelle la vignette de notre enfance. Mais aujourd'hui, la vignette, c'est critères 1, 2, 3, 4, 5. On est bien d'accord aujourd'hui que chaque voiture estampillée hybride a le critère 1. 1, oui. Bon, est-ce que aujourd'hui l'hybride peut se concevoir avec de l'essence, donc évidemment, mais aussi du diesel? Alors, écoutez, nous, on n'a pas fait ce choix. En tout cas, chez Mitsubishi, on a choisi évidemment de repartir sur de l'essence et d'hybridation essence. Donc, parce que bon, il y a pas que les émissions de CO2, on a aussi des particules, on a des NOx. Enfin, on a pas mal aussi d'autres polluants. Et le choix qui a été fait maintenant depuis quelques années, c'est de sortir du diesel, notamment sur le marché français, en se concentrant encore une fois sur des technologies hybrides et notamment hybrides rechargeables. Mais ça serait conciliable avec en version hybride. Pour moi, ça n'est pas. Alors pour le coup, c'est que mon point de vue. Évidemment, il y a d'autres points de vue et heureusement d'ailleurs. Ça n'est pas pour moi conciliable. Voilà. Je pense que c'est plus souple. Et en termes d'émissions globales, c'est certainement plus avantageux aujourd'hui. Dans l'esprit de rentrer en ville, d'utiliser notamment la puissance électrique, en tout cas la capacité électrique pour rouler en ville à 100% électrique, c'est plus sain et plus raisonnable de le faire avec de l'essence. Et pour continuer justement sur cette éco-expérience, chez Mitsubishi, il y a un programme que vous avez lancé qui est un boîtier installé sur une voiture d'essai chez le concessionnaire qui permet d'obtenir un bilan personnalisé de l'essai. Donc on sait où on va en être sur la consommation, les émissions de CO2, etc. C'est un bilan qui est affiné avec des habitudes de conduite, etc. Et ça, en fait, c'est aussi une plus-value, en fait, pour que les gens comprennent ce qu'ils font, finalement. Exactement. Et c'est surtout de bien comprendre les besoins du client pour bien lui offrir la bonne technologie. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, encore une fois, le client est un peu perdu dans ces différents choix qu'il doit faire. Et donc, en fonction de ce qu'il attend de la mobilité, on est capable de lui trouver une réponse. Mais il faut que ce soit la réponse adaptée. C'est une voiture sur mesure, en fait. Alors, c'est une technologie sur mesure. Après, la taille de la voiture, on ne peut pas y faire grand-chose une fois qu'elle est construite. Alors, on va parler un peu ZFE. Je le dis pour les auditeurs, le ZFE, le terme, il désigne les zones à faible émission. C'est des zones géographiques définies par les autorités locales où la circulation des véhicules les plus polluants est restreinte. Alors, justement, le ministre de la Transition écologique, qui reste en place, a priori, Christophe Béchu est toujours en place, mais bon. Eh bien, Christophe Béchu, il a donné un coup de frein à la mise en place de ces restrictions de circulation en créant de nouvelles zones. Alors, j'ai pas bien compris pour le truc. Pourquoi est-ce que créer de nouvelles zones, ça ralentit les restrictions? Vous pouvez me répondre à ça? Il y avait un projet de 46 zones, de 46 ZFE en France. Voilà. Alors, effectivement, je ne peux pas vraiment répondre à sa place. Ça me paraît un peu... Non, mais qu'est-ce que vous en pensez, en fait, surtout? Écoutez, moi, je pense qu'il faut des solutions, évidemment, pour sortir des moyens de transport. Parce qu'aujourd'hui, quand on enlève le critère 5 sur certaines ZFE, voire 4 bientôt, clairement, on va contraindre des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de racheter un véhicule électrique parce que forcément il est plus cher et donc et pas forcément non plus accès à des transports en commun qui soient performants et qui leur permettent de venir travailler, souvent d'ailleurs avec des horaires décalés et le pourquoi évidemment de l'utilisation de la voiture souvent en horaire décalé. Donc oui, il faut contraindre à mon avis l'industrie et nous sommes tout à fait favorables parce qu'encore une fois, Mitsubishi a bien anticipé les choses sur l'électrification, mais un côté aussi, on va dire, plus politique, c'est comment accompagner les gens ou les personnes qui vont, effectivement, qui ont toujours besoin de ce type de véhicule dans leur quotidien. Et là, d'où la création du boîtier aussi, chez vous. Alors, voilà, d'où la création du boîtier pour comprendre aider le client à comprendre ce qu'il veut vraiment par rapport aux technologies qu'on lui offre. Et effectivement. Et puis comment il pollue ou pas. Oui, bien sûr. Enfin, à la limite, ce qu'il veut, mais surtout ce qui correspond le plus à ses besoins. Voilà. Donc ça veut dire que vous posez des questions précises sur la... Voilà. Absolument. Et c'est un rapport toujours entre ses besoins et ses moyens.
Voilà. Donc c'est cette espèce d'équation. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a les besoins, mais il y a les moyens aussi. Donc il y a cette espèce d'équation qu'il faut résoudre avec évidemment le client final. Et sur les consommateurs qui achètent des voitures Mitsubishi en France, est-ce que vous avez un peu des pourcentages de quel type de personnes s'intéressent à vos voitures justement dans le public qui consomme chez vous? Alors c'est cœur de cible. Attention, on touche au marketing. Là. Ça c'est toujours secret. Je ne vais pas dévoiler mes concurrents, mais non, déjà la marque a une forte réputation, donc c'est vrai que nos clients actuels, enfin en tout cas ceux qui roulent aujourd'hui en Mitsubishi, on leur offre aussi la possibilité d'avoir une solution d'électrification, et ça c'est important. On a lancé ceux qui ont déjà des voitures. Oui, c'est ça. D'accord. On a lancé un nouvel ASX en ce début d'année, où là on propose donc une hybridation rechargeable, une hybridation on va dire plus light, et effectivement pour ces clients qui ont des ASX aujourd'hui qui sont plutôt anciens, il leur fallait une solution d'électrification. Donc c'est notre première cible. Donc sur les clients que vous aviez déjà, en fait, c'est votre première cible. Votre première cible. Compte tenu de l'électrification. Et après les nouveaux consommateurs, peut-être les jeunes qui vont s'acheter leur première voiture, etc. Non ? Alors oui, sur l'aspect Star, vous avez raison. On a un véhicule, donc ce qu'on appelle nous le segment A, c'est les petits citadines, qui sont sur des prix très accessibles et qui permettent effectivement de rentrer par la bonne porte. C'est-à-dire la jeunesse. La jeunesse, absolument. La jeunesse. Surtout la jeunesse, elle est très très concernée par les problèmes d'écologie et d'éco-responsabilité. Oui, absolument. Vous parliez justement, non, c'est nous qui vous posions la question sur le marketing et vous ne vouliez pas en parler, mais ce qui a fait la réputation de Mitsubishi, c'est aussi d'avoir été présent sur les grandes compétitions internationales de rallye. Vous continuerez là-dessus, parce qu'aujourd'hui il y a aussi des courses maintenant formule électrique, etc., etc. C'est un sujet qui est évidemment toujours au cœur. On a construit notre ADN à travers notamment le Paris-Dakar et d'autres rallyes. Donc oui, on a toujours ça en tête. Oui, il y a des engagements aujourd'hui sur d'autres continents, notamment en Australie. J'espère qu'avec l'électrification et toutes les nouvelles technologies, on arrivera un jour à reproposer. Vous restez le directeur France, vous n'allez pas devenir directeur Australie, non ? Ah non. Sinon vous m'emmenez. Moi je rêve d'aller en Australie. 24 heures de vol. Je serai responsable de la communication. C'est pas très éco-responsable tout ça. On peut aller en Australie, madame. On en parle après hors micro. Merci de votre venue dans les vraies voix qui font rouler la France. Je rappelle que vous êtes Patrick Gourvenec et que vous êtes président de Mitsubishi Motors en France. Merci de votre venue. Merci beaucoup. Chers auditeurs, vous restez avec nous. On continue les vraies voix qui font rouler la France. Juste après ça, vous pouvez évidemment réagir au 0826 300 300. Si vous êtes en voiture également, mais avec le Bluetooth. Oui, voilà. Ne donnez pas de mauvais conseils. Alors, on appuie sur le bouton, il y a un feu rouge, on appuie, hop, bim, 0826 300 300. Voilà. Ah, c'est bon, je passe. Et on est là et on vous répond. À tout de suite. Brindel, Judith Belair. Les vraies voix qui font rouler la France continuent comme tous les jeudis, chers auditeurs. Rendez-vous à prendre. Des choses qui roulent. Donc ça peut être les voitures, ça peut être les vélos. Est-ce que c'est les trottinettes aussi ? Alors oui, parce qu'il y a des roues. Maintenant, si c'est un bateau, ça dépend. Si c'est celui du Mississippi, vous savez, il y a la grande roue. Ah oui, le bateau à vapeur. Allez, là on reçoit une invitée de marque également, Dorothée Bonassis. Bonassis peut-être on dit ? Bonassis, voilà. Vous êtes directrice générale Skoda France, bienvenue. Merci Judith, merci Frédéric pour votre invitation. Le problème c'est que vous savez, je suis fan du Tour de France, donc l'été on voit que vous, on voit que du vert. Merci. Encore un truc qui roule. Allez Frédéric, on vous écoute. Allez, alors historiquement, la conduite automobile était souvent associée à une perception masculine. C'est un homme qui vous le dit. Je le dis en étant un peu gêné. Et pourtant, dès le 19e siècle, Bertha Benz, l'épouse de Karl Benz, l'inventeur de l'automobile, a joué un rôle clé en réalisant le premier trajet longue distance en automobile. C'était hier, en 1888. Contribuant ainsi à promouvoir la voiture comme moyen de transport pratique. Aujourd'hui, les femmes se sont appropriées les codes du monde automobile et à des postes clés, n'est-ce pas, chère madame ? Comme notre invitée donc du jour, qui a d'ailleurs créé un podcast sur les femmes et la voiture auquel a participé notre Cécile de Minibus, avec qui de temps en temps je vous fais des infidélités à ce micro. Et on l'embrasse d'ailleurs si elle nous écoute, cette chère Cécile. Alors Dorothée Bonassis, on va commencer par le podcast forcément. Par le podcast, Parole de femmes. C'est une une idée absolument géniale de mon attaché de presse. On voulait mettre les
les femmes à l'honneur. On voulait que Škoda s'adresse aux femmes. Et on s'est dit, mais finalement, dans la presse, moi, je trouve qu'il y a peu de témoignages de femmes qui s'illustrent, de femmes sportives, de femmes chefs d'entreprise. Et on s'est dit, pourquoi pas les faire réagir. Et voilà, on en est maintenant à la 8e. J'ai eu la chance de la faire moi-même, mon podcast. Et où est-ce qu'on peut le trouver, alors ? Ça sera disponible au mois d'août. D'accord. Ouais, c'est quoi le thème ? Vous savez, nous on aime bien les avant-premières. Les femmes. Le thème, c'est un peu moi quand même qui parle. C'est vrai, beaucoup. Je suis très bavarde, mais je pense que ça va être retravaillé pour parler plus de la marque Škoda que je représente. Il y a quand même beaucoup plus d'intérêt. Mais c'est bien que vous soyez bavard parce que nous, du coup, on n'est pas bavard. On n'est pas bavard. Chère Dorothée Bonassi, je rappelle quand même que vous êtes directrice générale de Škoda, donc c'est une position de leadership, clairement, et de prise de décision pour une femme. C'est une position qui comporte souvent des défis spécifiques. On en a parlé aujourd'hui pendant cette émission. C'est pas toujours simple de faire sa place. On se fait embêter souvent. On pense aux inégalités de genre, du coup, qui persistent dans de nombreux domaines professionnels. Est-ce que vous y avez été confronté, vous, pour arriver à ce poste ? Et comment vous gérez ça si jamais on vous remonte des infos comme ça dans votre entreprise ? Surtout que c'est pas du tout macho dans l'automobile. C'est pas du tout macho. Non, mais détrompez-vous, en fait. Moi, je l'ai jamais vraiment ressenti comme ça. Et j'ai commencé dans l'automobile il y a 30 ans. Et c'est vrai que dans mon parcours, jamais j'ai senti ça. Au contraire, plutôt une bienveillance, plutôt de l'accompagnement, une volonté, en fait, d'accéder à certains postes. C'est vrai que je suis mue par cette volonté d'arriver à des postes qui, pour moi, étaient clés. Ouais. Directrice de succursale, directrice après-vente Europe chez Renault, directrice de marque maintenant. Et à chaque fois, j'ai eu le sentiment d'avoir été accompagnée et j'ai pas trouvé, en fait, vraiment ce point-là. Que ce soit chez Renault ou dans le groupe Volkswagen. Parce que quand on vous écoute, vous étiez complètement déterminée, clairement. Est-ce que vous pensez que c'est pas ça, en fait, la solution pour les femmes qui ont ce genre de soucis ? C'est juste de s'installer dans leur volonté et d'être respectées, du coup, automatiquement, en fait. Oui, sans doute, d'avoir une envie et de la défendre avec conviction, avec audace aussi, passion et plaisir de travailler. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et votre discours me rappelle le discours de la directrice générale d'Air France aussi. Et en fait, vous, femme dirigeante de très très haute société, vous dites on se focalise pas sur cette question et finalement c'est ce qui empêche tout équivoque. Oui, c'est parce que vous ne focalisez pas, quoi, en fait. Non, exactement. Et c'est vrai qu'en plus on travaille avec des femmes et des hommes qui vous aident à progresser en équipe. Moi, j'attache beaucoup d'importance à ça. C'est ma façon de manager ensemble, en collaboration, en collectif. Et donc, j'ai jamais eu ce sentiment-là. Et bon. Vous êtes comment chez Škoda France ? C'est parité totale, du coup ? Pas tout à fait, là. On doit être à 30% de femmes, et 70% pas mal. Encore. Et le but, c'est d'arriver à 50-50 ? Oui. Et dans le recrutement, d'ailleurs, mais ça, c'est une impulsion qui a été donnée par le président du groupe Volkswagen, auquel j'appartiens, et qui a dit, voilà, pour vraiment assurer une parité, il faut commencer déjà par le recrutement. Donc aujourd'hui, toute personne qui rentre dans le groupe est soit un homme, soit une femme à 50%, en fait. D'accord. Parité et pour tous les postes ou pour tous les postes, tous les postes, que ce soit au magasin pièces de rechange, à des postes de marketing, contrôle de gestion, comptabilité, parce que l'éventail est large dans l'automobile. On a cette chance-là, c'est qu'on peut tout faire, du commerce, du marketing, du contrôle de gestion. C'est assez fabuleux. Et puis dans l'automobile qui change, sans doute que mon prédécesseur en a bien parlé aussi, on vit une révolution, une transformation incroyable. La digitalisation, bien évidemment, transformation énergétique, et ça c'est assez fabuleux. Dans une époque qui se transforme comme ça, finalement, en global aussi, parce que vous suivez le mouvement de l'automobile, elle s'adapte. Le monde de l'automobile est obligé de s'adapter aussi à cette époque où il y a un mélange des genres, en fait, qu'il n'y avait pas forcément avant aussi. Oui, complètement. Et là même, on prend le lead dans la décarbonation. Je trouve que l'automobile est quand même bien en avance par rapport à d'autres modes de transport. Donc voilà, c'est assez passionnant de vivre l'automobile en ce moment. Une révolution qui s'est jamais faite en 120 ans. Nous, Škoda, on existe depuis 1895. Et voilà. C'est beau. Ça fait combien de temps que vous êtes en poste, pardon ? Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Allez-y, Frédéric, je vous ai coupé la parole. Non, mais en fait, en vous écoutant, il y a éminemment de questions sociétales qui appellent de la créativité. Vous avez finalement porte ouverte pour créer, j'ai l'impression. C'est vrai, vous avez complètement raison, et avec des expertises nouvelles. Par exemple, là, on est en train de défendre, bien sûr, les véhicules électriques. Nous, on a un fabuleux véhicule qui est
l'ENIAC, SUV familial. C'est ma petite seconde publicité. et il faut qu'on le fasse connaître. Et la meilleure façon, c'est ce qu'on fait depuis le début de l'année. On propose des essais à domicile. Donc en 3 clics, vous avez votre ENIAC qui vient chez vous. Vous êtes accompagné, bien sûr. Ah, mais l'ENIAC, pardon. ENIAC. E-N-Y-A-Q. Ok, non, c'était une blague bête. Et donc voilà, c'est drôle. C'est une innovation, c'est un service nouveau. On s'est dit, évitons que les clients se déplacent dans les concessions, allons vers eux, proposons-leur cet essai. C'est souvent évoqué l'expérience, on met en place une expérience. Exactement. Alors, être une femme dirigeante, pour revenir un petit peu là-dessus, quand même, est-ce que vous vous rendez compte que vous influencez et que vous positivement d'autres femmes à poursuivre des carrières ambitieuses? Est-ce que ça fait partie de vos engagements, briser les plafonds de verre? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Oui, parce que moi-même, en fait, je regarde des femmes à des positions élevées. On parle de l'automobile. Il y a quand même la PDG de GM, qui est une femme, Marie Barra. C'est assez fabuleux. Elle a 30 ans aussi d'automobile et elle a un poste clé. Et puis, il y a d'autres femmes comme Christine Lagarde. Et c'est vrai que moi, ça me stimule, ça m'ouvre d'autres horizons. Ça me dit, voilà, le champ des possibles est ouvert. Allons-y. Et je ne sais pas si à mon niveau, je crée aussi ces volontés de franchir les différents échelons et puis accéder à des postes de responsabilité. Alors c'est peut-être pas tant le poste de direction qui pose question, mais le domaine dans lequel on est directeur, et en l'occurrence directrice. Cette passion pour l'automobile, vous l'aviez, vous, déjà enfant? Oui, ça vous vient d'où? Je trouve que l'automobile, c'est l'un des objets les plus fabuleux. Les plus fabuleux à vendre, à promouvoir. Pour quelle raison? Parce que c'est un bel objet. D'accord. C'est une histoire de goût, quoi, en fait. Hein, et c'est vrai que c'est une passion. Moi, dès que j'avais 16 ans, j'ai passé mon permis moto. Dès que j'avais 14 ans, j'ai conduit la voiture de mes parents dans la cour. Je m'amusais à faire des circuits. Donc, oui, c'est vrai que c'est une passion. Et puis, enfant aussi, les petits jouets, non? Enfant, non, c'est vrai que j'étais... Vous aviez pas de Barbie, il paraît que ça se dit plus, garçon manqué, mais c'est vrai que j'avais... Ça se dit plus. Non, ça se dit plus. Et c'est vrai que j'étais plutôt à jouer avec des garages, des voitures et des trains. Mais quand on vous écoute, en fait, on entend votre enthousiasme déjà finalement. Donc être un homme ou une femme, c'est même plus le sujet là. Non, mais complètement. C'est l'engagement de ce qu'on fait, la volonté de réussir ensemble avec une équipe. Ça, c'est. Et c'est aussi comme ça que vous fédérez votre équipe. J'imagine que c'est parce que bon, c'est toujours quand même un peu pyramidal dans une entreprise. Donc pour que vos équipes vous suivent, il faut leur transmettre cet enthousiasme aussi et cette passion. Et est-ce que sur le recrutement, justement, c'est comme ça que vous recrutez? Est-ce que le CV est important, bien sûr, mais est-ce que c'est aussi une histoire de comment on arrive, comment on se positionne? Vous choisissez des gens qui ont envie, quoi. Complètement. Vous avez tout à fait raison. L'envie, il faut que ça se sente, d'aller jusqu'au bout, d'être engagé, de prendre du plaisir dans le travail. Enfin, moi, j'ai toujours pris du plaisir. Ça paraît un peu idéaliste de le dire, mais c'est vrai. Moi, quand j'arrive le matin avec mon équipe, j'ai du plaisir, même quand il y a des difficultés, des obstacles, et on en a eu dans l'automobile, la crise du Covid, les semi-conducteurs, là on a une crise transport, il y a toujours des obstacles à franchir, mais voilà, à plusieurs, on est plus intelligent, avec une diversité des points de vue, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, et l'envie d'en découdre, et l'envie de franchir tous ces Donc les obstacles, ça devient une motivation, quoi. Oui, exactement. Ouais. C'est la gratification de réussir, et ouais, ça c'est vrai. Alors j'essaye de faire la synthèse de ce que vous nous avez dit, c'est-à-dire cette passion de la voiture et puis l'épanouissement professionnel. Le plus grand des bonheurs, c'est l'arrivée d'une petite dernière voiture? Oui, c'est vrai. À chaque fois, vous ne pouvez pas imaginer, quand on fait une convention internationale avec tous nos concessionnaires, on montre, enfin là, Skoda Auto nous montre en fait le plan produit sur les années à venir. On est comme des gamins, hein, avec les yeux qui brillent, à se dire mais elle est fabuleuse et je la veux maintenant, tout de suite. Et ça donne effectivement une envie, ça donne de l'énergie et de se battre pour cette marque. C'est une marque qui est quand même fabuleuse, 8e marque européenne. Mais il faut le dire. Moi, je m'imagine par exemple à votre place. Alors bon, je vous préviens, je suis un peu gamin quand même. Hein, mais c'est bien, mais moi aussi. Bon, très bien. Mais par exemple sur le choix des couleurs des voitures, des choses comme ça, vous venez pas de temps en temps en disant voilà, moi j'aimerais bien telle couleur, faites-moi ça, parce que il y a cette magie aussi de l'outil, de la couleur, du détail.
détails de tout ça. Si, c'est vrai, on a envie de donner son avis, et on le fait d'ailleurs, bien en amont, lors de ces fameuses réunions plan produit, où ils nous montrent des véhicules en disant, finalement, qu'est-ce que vous en pensez? Elle vous plaît pas? Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas? Le capot, la portière, la ligne, le phare, l'intérieur, la qualité. Et ça commence par des dessins? Tout ça. Nous, on intervient, les commerçants interviennent rarement au niveau du dessin, en fait. On intervient déjà sur des prototypes, sur des modèles quand même bien aboutis, où on amène notre avis. Ils en tiennent compte. Technique, en fait. C'est ça. De perception, en fait. De perception, de finition, de qualité des matériaux, de design. Bon, après, ils modèrent ou pas. Mais c'est vrai qu'on est souvent sollicité pour ça. Puis il y a toujours le fameux service du marketing. On en parlait précédemment. C'est-à-dire qu'ils ont un peu le pouvoir, les gens du marketing. Non, l'étude dit que les gens préfèrent ça. D'ailleurs, on va vous poser la même question qu'à votre prédécesseur. C'est quoi votre cœur de cible, Dorothée? Notre cœur de cible, on va le dire en anglais, c'est le Contemporary Explorer. Finalement, c'est un peu tout le monde. C'est quelqu'un qui est curieux, qui va à l'aventure, qui veut découvrir, qui est ouvert, qui a une famille ou pas, et voilà, c'est cette liberté. Comme vous, parce que je le dis pour les auditeurs, le sourire n'en démord pas. Vous aussi, Judith. Oui. Moi, je suis passionnée par ce que je fais aussi, mais de toute façon, quel que soit le métier, finalement, on ne le fait bien que si on est passionné. Exactement. Voilà, c'est un peu le sujet. Dire d'autre après ça. Voilà. Allez, on va continuer cet excellent échange avec Dorothée Bonassi, qui est directrice générale de Skoda France. Juste après cela, chers auditeurs, vous n'hésitez pas, parce que on aime bien vous entendre, nous, sur Sud Radio, vous nous appelez. Combien déjà? Alors, le numéro, il est très simple. C'est 0826 300 300. C'est totalement gratuit. Vous êtes les bienvenus. Et puis, Aude prendra vos questions et nous les rediffusera si on a envie, si vous avez envie de les poser, tout simplement. On vous donnera la parole. Allez, si on a envie, sinon on a envie. Sinon on a envie aussi. À tout temps. Écoutez Sud Radio en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et le jeudi, c'est quoi? Ça roule. Voilà. La les mobilité. Vont rouler la mobilité. Mais il faut qu'il y ait des roues. Oui. Alors des brins, on a dit que ça pouvait être une trottinette. Est-ce que ça peut être des patins à roulettes? Voilà, vous n'avez même pas écouté ma blague. Des blonds. Oui, voilà. Ok. Voilà. En même temps, vous êtes un peu blond et moi aussi. Oui, donc moi je suis un peu tout. Oui. Bon, chers auditeurs, on va continuer moi, j'ai envie de continuer sur ce sujet des femmes parce qu'on en a beaucoup parlé pendant cette émission et que ce que j'ai découvert, c'est que dans un couple, ce sont les femmes qui choisissent la voiture. Vous l'avez découvert? Moi, je le sais depuis longtemps. Oui, mais moi, j'ai pas été mariée avec une femme comme vous, donc je pouvais pas le savoir. Alors justement, les marques aussi. Quelques chiffres. Oui. Quelques chiffres, 36% des femmes déclarent décider seules, 58% font au moins leur choix en couple, et au final c'est 94% des femmes interrogées qui participent activement à l'achat d'une auto. Alors justement c'est un changement de dynamique, parce que c'était pas trop ça il y a une trentaine d'années. Quels facteurs selon vous justement ont contribué à ce changement de mentalité ? Alors là, quel facteur? Est-ce que c'est aussi parce qu'il y a des femmes dirigeantes par exemple ? Je sais pas, je pense que c'est l'évolution de la société là, qui fait que voilà, un couple maintenant on partage tout. Un homme fait les courses, un homme fait le ménage, un homme et voilà. En fait non mais c'est ça. Je réfléchissais, Judith, à ce qu'on vient de dire de manière souriante, mais c'est vrai, il ne me viendrait pas à l'esprit d'aller choisir une voiture sans avoir l'avis de ma femme. Enfin voilà. Oui. Donc ce temps où l'homme décidait tout, je sais pas, il date peut-être il y a 1912. C'est notre année de naissance, non? 1994, en 1994, 15% des femmes réalisaient elles-mêmes l'achat. Et en 2021, 45%. Donc on n'est pas encore très très haut. Elles-mêmes l'achat, c'est-à-dire qu'effectivement, elles font tout de A à Z, la commande jusqu'à la livraison. Voilà. Exactement. D'accord. Donc on n'est quand même pas encore très très évolué. Oui, ça passe. Moi, ce que j'avais en tête, en tout cas, c'est qu'effectivement, alors j'ai un autre chiffre, c'est 70% des achats se font avec une influence, une prescription des femmes. Alors, oui, voilà. C'est ça, ce qu'on dit. Mais c'est vrai qu'elles ont un important, et c'est pour ça que nous, on est reconnus aussi Skoda, parce que on est des véhicules qui sont accessibles, bien équipés, et avec une habitabilité, une praticité qui est là, et on est Simply Clever. C'est notre slogan, on est Simply Clever.
Simply Clever. Donc simplement intelligent. Vous allez trouver dans la porte de votre Skoda un parapluie, vous allez trouver dans la trappe à essence un gratte-givre. Tout ça, ces petites idées qui fait que voilà, c'est vachement intelligent, c'est bien vu. Vous allez trouver dans la boîte à gants 3000 €. Non, pardon. C'est des petits gadgets sympas quand même. C'est vrai que même moi, ça me donne envie, quoi. Bien sûr, ça fait toute la différence, évidemment. Moi j'aime bien l'aspect musique aussi, parce que la qualité du son, oh là là. Ça, vous le travaillez aussi beaucoup, alors, du coup, chez Skoda. Oui, bien sûr. Toutes les marques, la sonorité, l'insonorité, la oui, par rapport à l'extérieur aussi, quoi. Oui. Et la sécurité aussi. Est-ce que vous avez déjà essayé une Skoda vous-même? A priori, oui. Bien sûr. Vous voulez que je vous dise, je suis même monté dans la Skoda aujourd'hui la plus prestigieuse du monde, c'est-à-dire la voiture du directeur du Tour de France. C'est superbe. Parce que gros sponsor du Tour de France, l'électrique Enyaq et la superbe. Et alors sur les femmes qui viennent acheter chez vous, justement, c'est quoi leurs critères, justement? C'est ça, c'est la sécurité? C'est la place. Voilà, je veux acheter une citadine. Je viens chez vous parce que j'ai entendu parler de la Fabia. La Fabia, c'est le coffre le plus volumineux de sa catégorie. Et voilà, c'est pratique. Je peux faire mes courses, je peux rouler, je peux faire des kilomètres, je peux aller en ville. C'est le côté pratique, mais aussi design. Sont très même, Alors, entre nous, justement, je pense que vous avez fait beaucoup d'efforts sur le coffre. Parce qu'au départ, on va dire, début 2000, c'était pas ce qui était le plus volumineux chez vous. Mais vous avez travaillé un peu là-dessus. Peut-être que c'était moi les femmes qui c'était quand même notre marque, c'est notre marque de fabrique. Désormais. Mais je me souviens des espaces, il y a en 2005, 2006. Moi à vérifier quand même. Moi je suis pas montée dans le Skoda en 2005, donc je sais pas. On parle bien du coffre, parce que je trouve que ça s'est développé justement, alors qu'avant c'était... Il faut des grands coffres pour voyager, parce qu'on prend moins la vie qu'avant. C'est très apprécié. Vous savez que c'est l'un des premiers critères de choix en fait. C'est l'espace, est-ce qu'il y a de la place pour mettre les valises et les jambes. Bien sûr il y a le prix, bien sûr le design, mais il y a aussi ça. Parce que j'ai testé, je vous signale, j'ai testé. Alors pour continuer sur ces femmes qui sont aussi des familles, les mamans, les papas, les familles. Donc, vous avez ce modèle dont vous nous parliez tout à l'heure qui est Total Electric Enyaq. Yes. Alors, justement, les facteurs importants que vous avez pris en compte pour l'accessibilité de ces voitures pour les familles, c'est quoi les premiers trucs aussi? Ça m'intéresse. Le premier truc, c'est un SUV familial. On a été quasiment les premiers en électrique à le lancer. Et là, on le rend accessible. Depuis le 1er juillet, on a un Enyaq à moins de 35 000 €. Moins de 35 000 €. C'est incroyable. Et comment vous faites pour baisser les coûts comme ça? On a serré les marges, on a tout fait avec notre siège social pour parvenir à ce prix et se dire, voilà, nous, Skoda, on est aussi ça, on est une marque avec un véhicule qui est vraiment pas loin du code des premiums. Aller dans un Enyaq, c'est incroyable. C'est très agréable, quoi, c'est ça. Finition, qualité des matériaux, mais à un prix à moins de 35 000 €. Et voilà, c'est nous et c'est ce qu'on a voulu faire avec Enyaq. Et Skoda, comment on prononce exactement? Skoda. Alors les Tchèques, ils disent Skoda. Parce que c'est tchèque au départ. Après on dit ça. C'est toujours tchèque. On a 3 usines en République tchèque. L'une des plus modernes du groupe Volkswagen d'ailleurs, est à Mladá Boleslav. Vous êtes les bienvenus d'ailleurs. Si vous moi j'y suis déjà passé. Ah d'accord. Et alors justement la fiabilité, la durabilité de la voiture, c'est quand même un sujet important aussi lors de l'acte d'achat, quoi. Clé. Ouais. Et donc sur l'électrique par exemple, combien de temps ça dure une batterie? On la garantit 8 ans. D'accord. Et ensuite, et vous la changez s'il y a un problème. Oui, on la change. Au bout de 8 ans, bien évidemment. On a maintenant en fait des centres de réparation batterie un peu partout en France. On a été très vite et très fort là-dessus pour assurer vraiment les mobilités, qu'on partage d'ailleurs avec les autres marques du groupe. Et puis après, la batterie, elle se recycle. L'objectif, c'est de recycler à 90% une batterie dans le groupe Volkswagen. D'accord. Et on n'est pas trop loin en fait, à 80%. Ouais. Et c'est l'intérêt. Nous, on a tout intérêt à garder la batterie, parce que c'est une source. On peut la réutiliser aussi, en fait. Bien sûr, c'est une source de matières premières qu'on réutilise. C'est clé. Est-ce que tout se recycle dans une voiture Skoda? Non, pas tout à fait tout. Ouais. Qu'est-ce qui manque? Il manque. C'est quoi les 10%? Les 10%, je pourrais pas dire. Je vais vous dire des bêtises, donc c'est assez technique. Mais ça fait partie des enjeux que vous fixez. 100%. Ah ouais. C'est 90% et 92%.
Alors, il y a un auto-bashing en ce moment, on en entend quand même pas mal beaucoup parler. Les gens, les écolos et tout ça, on veut plus voir de voitures en ville. On a une maire qui est, pour Paris en tout cas, très très engagée là-dedans. Justement, ces progrès technologiques dont vous nous parlez, ces véhicules électriques, est-ce que vous pensez que ça peut contribuer à améliorer l'image de la voiture en général et peut-être redescendre un petit peu ces velléités qui finalement sont pas forcément toujours justifiables ou justifiées? Moi, je pense que c'est une partie des Français, mais une grande partie des Français qui considèrent encore la voiture comme un objet de liberté et qui le vivent au quotidien, qui ont besoin de leur voiture tous les jours pour aller travailler, pour aller amener les enfants à l'école, les accompagner. Enfin, c'est quand même clé. Et on fait une révolution incroyable en allant vers l'électrique, peut-être plus tard après vers d'autres l'hybride. L'hybride aussi, bien évidemment. Nous, on va arriver avec un hybride avec 100 km d'autonomie rien que sur la partie électrique. Et là, nous, on va très, je me rends pas compte, c'est beaucoup 100 km d'autonomie. Oui, c'est beaucoup. Un Français, il parcourt en moyenne 80 km par jour. D'accord. Donc en fait, sa journée complète. Complètement le trajet d'un Français avec 100 km d'autonomie. On va l'avoir sur le Kodiaq, un SUV, notre SUV, et sur Superbe. Vous l'appelez le Kodiaq, c'est ça? Kodiaq, oui. Ouais. Alors, Enyaq, Kodiaq, c'est le code parce que bon, vous avez dit ils ont l'Enyaq. Camille. Pourquoi ça a été choisi? Alors Fabien, c'est notre citadine, c'est la petite, la petite mais grande, parce qu'elle sait faire beaucoup de kilomètres. Donc Fabien, ensuite on a Camille qui est un SUV petit format, Karoq, Kodiaq. Superbe, Enyaq et voilà. Vous avez, c'est original, Octavia. Mais Octavia, vous connaissez Octavia forcément. Octavia, bah oui, évidemment. Octavia, vous l'avez pratiqué, Frédéric? Oui, bien sûr. On peut parler justement communication. Je vous en prie, vous voyez venir. Cette histoire de Tour de France, quand même, c'est une sacrée histoire parce que vous êtes devenu donc le partenaire de ce qu'on appelle le maillot vert, le classement par points. Toutes les voitures du Tour de France sont des Skoda. Qu'est-ce qui a fait? C'est un peu mon métier. Alors, le Tour de France, c'est un peu son bonheur absolu. D'ailleurs, je me fais bassiner tous les jours en ce moment avec ça parce qu'il y a le Tour de France en ce moment. Donc voilà, il est cycliste. Je suis déjà venu en plus avec vos équipes qui sont adorables. Et le cycliste que je suis a même un maillot vert. Voilà. Donc cette communication sur le Tour de France, elle vous apporte, j'imagine, énormément. Oui, beaucoup. Et ça s'est vraiment accéléré ces dernières années. Vous savez, on fait des enquêtes comme tous les ans, à savoir finalement en top of mind, quels sont les principaux sponsors du Tour de France. Et on n'était pas forcément dans les 5 premiers il y a 6 ans, 7 ans de ça. Maintenant, on est nommé dans le top 3, c'est Skoda. Et vous avez fait un coup exceptionnel, c'est-à-dire qu'avant le maillot vert était un vert pimpant, et là, il a changé cette année, c'est un vert plus foncé, pour reprendre vos couleurs. C'est-à-dire que en tant que sponsor, vous avez fait évoluer la couleur du maillot. Oui, parce que nous-mêmes, on a changé. Enfin, notre logo a changé, les couleurs ont changé. Et ça, c'est énorme. Et le maillot vert a changé. Il est très chic. Merci beaucoup en tout cas Dorothée Bonassi. Je rappelle que vous êtes directrice générale Skoda France. C'est très gentil et très sympathique d'être venue par les studios de Sud Radio. Et puis ça fait du bien de voir une femme dirigeante avec un grand sourire comme vous, surtout changez rien. Puis nous on se retrouve demain. Moi j'étais content parce qu'avant on avait un homme dirigeant aussi qui était très sympa et finalement ce qui est le plus important c'est qu'on ait tous le sourire. Voilà. Sourions ensemble chers auditeurs. On vous retrouve demain à 17h pour les vraies voix. Avec Yvan qui joue, on va continuer de sourire. Oui. Je sais plus qui c'est ce soir. Moi non plus. Non mais on va sourire. Les 3 cafés gourmands avec Yvan. Voilà. Merci Benoît. Allez-y, avec un peu de sucre. On vous fait la bise à tous. Salut.